Bonjour à tous. Le chef de l'État est de retour à Abidjan après un bref séjour à Genève en Suisse. Le président Alassane Ouattara y était pour discuter avec son homologue ghanéen John Dramani de questions relatives à la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Notez qu'à son arrivée, le président de la République a annoncé l'arrivée prochaine d'une mission ghanéenne à Abidjan. Élaboration du PND 2016-2020, il s'agit, vous vous en doutez, du plan national de développement. Des échanges ont eu lieu récemment entre le secrétariat technique du DIPLAN et le secteur privé pour définir la contribution des opérateurs économiques. Il en ressort que le secteur privé a 2 mois pour faire des propositions. Hugues Hervé-Blé. Un impératif pour le secrétariat technique du plan national de développement. Il lui faut boucler avant la fin du mois de juillet l'étape de diagnostic stratégique et celle de l'élaboration de la stratégie qui comprend le programme d'action prioritaire du prochain PND, le Plan national de développement 2016-2020. La rencontre voulue par le secrétariat technique du PND avec le secteur privé a permis de se pencher sur les conditions de sa participation à l'élaboration du PND 2016-2020. Il est important que le secteur privé vienne s'imprégner des orientations du prochain plan et donner son avis et donner ses attentes. Nous engageons le débat avec le secteur privé pour qu'il soit partie prenante. Et aujourd'hui, le secteur privé est le mieux indiqué pour nous permettre de faire un bon ciblage des infrastructures stratégiques pour que la Côte d'Ivoire soit émergente. Et c'est pour cela que nous les consultons. 2 mois, c'est le délai dont dispose le secteur privé pour faire ses propositions. L'exercice du premier PND a montré qu'on a fait des progrès. Il reste encore des points à résoudre. Il faut absolument qu'au niveau de l'inclusion, au niveau de l'appropriation par le secteur privé et la prise en main réellement de cette ère de croissance-là, on puisse le ressentir dans le second PND pleinement. Et ça, je pense qu'il faut saluer vraiment le gouvernement qui est là en train de nous faire un bon acte de gouvernance. Il faut réellement qu'on puisse partager cette vision. La rencontre de ce mardi entre le secrétariat technique du Plan national de développement et le secteur privé est le premier d'une série qui devrait permettre une meilleure prise en compte des préoccupations et des attentes du secteur privé dans le PND 2016-2020. La 21e conférence sur le changement climatique se prépare activement pour identifier une position commune à défendre. Les négociateurs de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS, il s'agit du Comité international de lutte, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Ils étaient tous en atelier, ici même à Abidjan. C'était les 7, 8 et 9 mai dernier. On en parle avec Armand Bowie. Son reportage est dit par Abou Sanogo. La 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique va-t-il adopter un accord contraignant pour maintenir la température en deçà de 2 degrés Celsius? Cet accord devait être adopté depuis 2012, mais les échéances ont été différées et on estime que cette fois-ci, ce sera pour de bon. C'est pour préparer cette échéance prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 que les négociateurs des pays africains sont réunis à Abidjan. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette réunion des représentants des États membres afin de nous familiariser avec le document du texte de négociation et de voir quelles sont les options que nos négociateurs peuvent commencer par retenir, identifier en vue des négociations au niveau global. S'adressant aux participants venus des pays africains, le professeur Georges Kwadjo a dit que l'accord à venir est un tournant décisif pour l'Afrique. C'est de votre détermination à défendre une position claire, solide, des intérêts des États africains que nous parviendrons à un nouvel accord sur le climat, un accord qui permettra certes de limiter les émissions de gaz à effet de serre à un seuil de réchauffement du climat n'excédant pas les 2 degrés, mais un accord qui doit permettre à l'Afrique d'assurer son développement. L'atelier d'Abidjan donne à espérer que les intérêts du continent seront défendus au prochain sommet sur le changement climatique de Paris.
La mangue, troisième culture de rente au nord, après donc le coton et la narcade, une véritable mine d'or dans la région. La commercialisation des mangues non exportées demeure cependant une véritable préoccupation pour les producteurs de la filière. 3 unités de séchage de mangue viennent d'être installées à Boundiali, à Farkesedougou et à Korogo, de quoi résorber le problème. La Côte d'Ivoire produit chaque année 180 000 tonnes de mangue. Le pays occupe le premier rang en Afrique et le troisième au monde en termes d'exportation vers le marché européen après le Brésil et le Pérou. La transformation de la mangue apparaît comme une alternative pour réduire les pertes post-récolte. Pour faire face à cette situation, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole viennent d'installer 3 unités de séchage de mangue dans les villes de Boundiali, Farkesedougou et Korogo, en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel ONUTI. D'autres unités de ce genre seront bientôt installées à Sinématiali, Tengrela et Odiéné. Dans le cadre de ce projet, le FICA a acquis 3 séchoirs de dernière génération pour la production de mangue séchée. La mangue peut être séchée et conservée sur une période de 1 à 2 ans jusqu'à consommation. Le Burkina Faso, qui a une longue expérience dans le séchage de mangue, appuie la Côte d'Ivoire dans ce projet pilote. Nous sommes prêts toujours à partager notre expérience dans le domaine de nos compétences, notamment le séchage de la mangue. Le ministre de l'Agriculture a procédé à l'inauguration de ces unités de transformation de mangue. Koulibaly Mamadou Sangafoua a souligné l'ambition du gouvernement de valoriser la mangue pour le bonheur des producteurs. Nous voulons renforcer le volume des exportations par cette plateforme qui va permettre de prendre une bonne quantité. Tout ça va être renforcé par des unités de transformation de ces fruits-là en jus de mangue et en jus de concentré de mangue surtout. Cette année, l'État de Côte d'Ivoire a pris entièrement en charge le traitement de tous les vergers. L'État a donc débloqué un montant de 1,7 milliard de francs CFA. Un reportage signé Kader Sogodogo. On parle justice à présent, l'accès à la justice pour les populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Un projet vient d'être lancé en Côte d'Ivoire. Herman Niamien était à la cérémonie de lancement de ce projet. C'était à Abobo. Son compte rendu. Selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la population en général et en particulier les femmes et les enfants ignorent leurs droits ou les revendiquent très rarement. Ce constat, selon la présidente de l'association, a été fait lors des différentes consultations qu'elle organise au sein de son siège. Ce projet d'appui et d'accès à la justice pour les enfants et les femmes victimes d'abus en Côte d'Ivoire vise à lutter contre l'ignorance juridique de la population en encourageant les justiciables à fréquenter les services juridiques. Ces projets concernent toute la population dans toute sa composante, aussi bien l'homme, la femme et les enfants. Si vous avez votre locataire qui ne paye pas le loyer, le propriétaire, c'est un homme, ça peut être un homme comme une femme. Il a besoin de savoir quelles sont les voies qui lui sont offertes pour pouvoir vider le locataire, par exemple, qui ne paye pas son loyer. Les problèmes qui entravent l'accès à la justice des populations tels que l'accessibilité économique, géographique, la complexité du langage juridique, la confidentialité pourront être résolus à travers ce projet. L'initiative de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est encouragée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui a lui-même pris des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est très élevé en Côte d'Ivoire. Donc, le ministère de la Justice, en 2013, a pris un décret pour réglementer les frais de justice. Et en plus de cela, il y a un bureau d'assistance judiciaire qui est logé au ministère de la Justice. Cette cérémonie a été aussi marquée par la visite de la clinique juridique d'Abobo. Cette clinique vise à faciliter l'accès équitable des populations, en particulier les femmes et les enfants, à l'information juridique et aux services judiciaires. Des bâtiments de 6 classes réhabilités à Divo, c'est dans la région du Gor. Coût au total de l'investissement 16 millions de francs CFA, et cela grâce à l'ex-fonds de développement ivoiro-belge, fonds sous tutelle du ministère d'État et du Plan et du Développement. Une bouffée d'oxygène pour les élèves, enseignants et parents d'élèves de l'école primaire Fraternité 1 dans la commune de Divo.
Ils viennent de bénéficier de la réhabilitation de 2 bâtiments de 6 classes à hauteur de 16 millions de francs CFA, des tables-bancs, un ordinateur complet avec une imprimante, des jeux de maillots et la somme d'1 million de francs CFA grâce à l'ex-fonds de développement ivoiro-belge. C'est l'éducation qui libère l'homme. Donc, chers parents, aidons nos jeunes frères, aidons nos enfants à être parmi les meilleurs, parce que demain, c'est ceux-là qui vont nous prendre en charge. Cette initiative est le fruit d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui fait de l'éducation une des priorités de son programme de gouvernement. Population de Divo, votre mobilisation nous donne la preuve de votre adhésion à la réhabilitation des 2 bâtiments de l'EPP Fraternité 2 de Divo. Infrastructure scolaire que le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a bien voulu réhabiliter pour renforcer les indicateurs de scolarisation dans votre zone. Les bénéficiaires saluent l'acte et promettent d'en faire bon usage. Après l'école primaire Fraternité 1, la délégation s'est rendue à la mosquée de la ville pour faire un don de 3 tonnes de ciment et un numéraire pour l'achèvement de cet édifice. Voilà, il s'agit donc d'une action de l'ex-fonds de développement ivoiro-belge sous tutelle du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Et c'était un reportage signé Herman Niamier. Des réformes à la SEGRAE pour le bonheur des retraités. Il s'agit entre autres du paiement de la pension. Cela sera fait désormais dans un délai de 30 jours. Il s'agit donc pour la SEGRAE d'assurer une bonne retraite tout simplement aux ex-agents de la fonction publique. Les retraités du secteur public en Côte d'Ivoire n'attendront plus 6 mois pour toucher leur pension. Désormais, après 30 jours, c'est-à-dire 1 mois, ils pourront percevoir leur argent. Cette avancée dans le paiement des pensions fait partie de nombreuses réformes entreprises par l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE. Dans les nouveaux textes, il est dit désormais que tous les dossiers de pension doivent être déposés normalement à la SEGRAE par les directeurs des ressources humaines qui sont les nouveaux interlocuteurs avec qui travaille maintenant l'IPS-SEGRAE. Pour mieux faire comprendre ces réformes, l'IPS-SEGRAE a initié au profit des personnes en charge de la gestion des ressources humaines des différents ministères un programme de formation et d'échange. C'est un séminaire qui vient à point nommé, puisque au niveau des pensions, il faut dire qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, parce que ce soit les usagers ou même que ce soit les gestionnaires des ressources humaines, il y avait beaucoup d'insuffisances dans la compréhension même de la gestion des pensions. L'IPS-SEGRAE est une institution publique en charge de la gestion des questions liées aux retraités de la fonction publique. Elle veut être à l'écoute des retraités pour une meilleure prise en compte de leurs besoins et préoccupations. Reportage signé Serge Coléa. Formation à présent, formation civique et citoyenne des ex-combattants, ce pour une réintégration réussie. L'initiative s'inscrit, vous vous en doutez, dans le cadre du programme de désarmement et de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. À Bobo, Institut de formation et d'éducation féminine, IFEF, leçon de ce mardi, technique de vente, un cours à l'attention de 100 ex-combattants dans le cadre de leur formation civique et citoyenne, en abrégé FCC. Nous avons présenté les compétences de la vie sociale, tous les comportements qu'un individu doit avoir pour pouvoir s'insérer de façon intelligente dans la société. À ces modules s'ajoute la comptabilité simplifiée pour la gestion d'activités génératrices de revenus. La FCC dure 2 semaines, suivie d'une période d'encadrement des apprenants pour la mise en œuvre de leurs éventuels projets. Cette première vague d'ex-combattants d'Abobo sera en fin de FCC ce vendredi, mais déjà on se sent aguerri. J'ai reçu une bonne formation sur la cohésion, comment faire pour s'aimer, pour s'unir, pour aller à la paix. C'est une formation que j'ai reçue, ça va me permettre de pouvoir
me prendre en charge de pouvoir gérer efficacement mon entreprise. Sont concernés par la formation civique et citoyenne ces personnes qui ont pris part directement ou indirectement aux conflits armés, mais qui n'ont pu intégrer les centres de resocialisation pour 3 raisons: âge supérieur à 50 ans, femmes allaitantes ou des personnes physiquement mal en point. Il est trop tôt pour l'ADDR, l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration, d'avancer leur nombre, mais la FCC a démarré en Abidjan avec 503 ex-combattants. Ils perçoivent une prime de soutien de 40 000 francs durant la formation et 800 000 francs CFA pour le financement de leur projet. Léon Brou pour ce reportage. À noter pour terminer que les violences se poursuivent au Burundi. Les manifestants contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza ne lâchent pas prise. Un homme a été tué ces dernières heures. Merci de nous avoir suivis.